En 52 avant Jésus-Christ, le plateau d'Alésia est une enceinte fortifiée. Les tribus gauloises ont pour habitude de vivre sur des hauteurs, position plus facile à défendre. Devant nous, le village d'Alyse-Sainte-Reine, site de la bataille d'Alésia. Retour vers le passé. En 52 avant Jésus-Christ, le village n'existe pas. Le plateau est entouré d'une falaise calcaire. Au pied de cette falaise se trouvent quelques fermes gauloises et des fortifications aux deux extrémités. Nous sommes au cœur d'une des fouilles les plus importantes d'Alésia puisqu'elle a permis la découverte d'un habitat gaulois et d'un morceau de rempart qui était construit avec des poutres et avec des clous en fer que nous avons retrouvés et qui servaient à maintenir les poutres qui donnaient l'ossature du mur. Le reste du remplissage étant fait essentiellement donc de ces blocs que nous avons là. À l'arrière de ce rempart s'est installé 5 maisons qui se sont appuyées sur le rempart d'un côté et sur le rocher de l'autre côté. J'entre dans une maison gauloise qui a été construite avant la bataille d'Alésia, sur l'arrière d'un des remparts de la ville. Alors cette maison, elle a une surface d'environ 23 mètres carrés et elle est construite en pierre sèche pour les fondations et son élévation qui a complètement disparu était faite de pans de bois et de torchis. Alors le foyer lui-même, sur lequel on faisait la cuisine et qui permettait à tout le monde de se chauffer, était construit avec des pierres qui sont là, sur lesquels on posait une chape d'argile. Et ce qui fait rouge, et ce qui a durci l'argile, c'est bien sûr l'action du feu. Vercingétorix a dirigé ses troupes vers Alésia pour s'y réfugier. C'est ici à l'est qu'il s'installe. Actuellement, sur cette pointe est, se trouve une zone de pâturage. Du temps de Vercingétorix, pas de champs, pas d'arbres. Le chef gaulois fait élever un rempart pour protéger son camp. Il est accompagné de ses 80 000 guerriers qui montent leur tente là où ils le peuvent. Vercingétorix, représenté par cette statue du XIXe siècle, est le jeune chef que se sont donnés les Gaulois pour combattre César. C'est Napoléon III qui a commandé cette statue. Le visage sculpté de Vercingétorix s'inspire d'ailleurs de celui de l'empereur. Sous le Second Empire, on fait revivre le mythe gaulois pour exalter le patriotisme français. Un journal s'appelle même Le Gaulois. Sous la Troisième République, ce mythe des valeureux Gaulois est exploité à des fins commerciales. La politique n'est pas en reste. La défense de la patrie, l'esprit de reconquête, de courage, de fierté sont célébrés. De Vercingétorix, on en sait finalement peu de choses. On sait qu'il est arverne, donc originaire de l'Auvergne actuelle, qu'il est probablement jeune. Son âge et sa date de naissance, on n'en sait pas grand-chose. De même que son physique, on a des portraits robots qui ont été faits d'après les monnaies. Mais on peut pas s'y fier réellement puisque les monnaies, c'est plutôt des visages idéalisés. Donc finalement, on sait peu de renseignements sur sa personnalité et sur sa vie. L'adversaire de Vercingétorix, Jules César, est mieux connu. Au XIXe siècle, les Français le représentent comme un chef intransigeant et cruel. Pourtant, des sculptures et des portraits de lui, faits de son vivant par des artistes romains, le montrent sous un aspect très différent. En 52 avant Jésus-Christ, César est général et proconsul de la République romaine. Il compte sur ses victoires pour devenir le chef suprême de l'Empire qui est en train de se constituer. Quand César arrive devant Alésia, il établit son camp sur le mont Flavigny. De sa tente, il peut observer le village gaulois et ses fortifications. La ville même d'Alésia était au sommet d'une colline.
sur une position très élevée. Il semblait qu'on ne pût s'en emparer que par un siège. César ordonne de construire une ligne fortifiée tout autour du plateau. Elle est longue de 15 km. La ligne fortifiée est composée d'un rempart de pierre, sur lequel est montée une palissade de bois. À intervalles réguliers, des tours d'environ 9 mètres. Sur le mur, des branchages aux pointes acérées. Au pied du rempart, 2 fossés, dont l'un est rempli d'eau. Plus en avant, d'autres pièges, des pointes de fer, des trous avec des pieux au fond, des branches barrent la route à l'ennemi. Une sortie de la cavalerie gauloise ne peut empêcher l'achèvement des fortifications romaines. Vercingétorix appelle les tribus gauloises à son secours. Voilà maintenant 1 mois que Vercingétorix est assiégé. Il attend les renforts qu'il a appelés à son secours. Depuis son arrivée, le paysage qui s'offre à lui s'est considérablement modifié. Du rempart, il voit la palissade romaine. Puis derrière celle-ci, les 60 000 hommes de l'armée de César qui l'assiègent. La seconde ligne protège les Romains de l'armée de secours gauloise qui risque d'arriver au sud. Avec ses 20 km de tour, elle est plus longue que la première. Enfin, l'armée de secours arrive. Elle est acclamée par les assiégés. Selon César, elle compte 250 000 guerriers. Ici, c'est une représentation donc, du siège d'Alésia. Au premier plan, vous avez un soldat romain avec son casque de bronze et sa crête en crâne de cheval. Ici, la côte de maille, le glaive et le fameux pilum avec sa pointe de près d'1 mètre qui est fait pour traverser pratiquement tout. Le Gaulois se trouve ici, vous l'apercevez, avec son casque qui lui est un casque de fer, une longue épée qui va frapper donc de taille, contrairement au glaive romain qui est plutôt prévu pour frapper des stocks et pénétrer à travers les côtes de maille de l'adversaire. Là, ici, on voit très bien l'emplacement pour mettre le glaive. En fait, on s'aperçoit que les tenues des combattants sont assez proches, le romain ayant adopté la côte de maille qui est une invention des Gaulois. Comme il l'avait prévu, César doit se battre sur 2 fronts. Au début de la bataille, le général romain est inquiet. Aucun d'entre nous ne pensait qu'il fût possible de tenir devant le seul aspect de cette multitude, surtout avec la perspective de livrer 2 combats à la fois. Les assiégés faisant une sortie cependant que paraîtrait à l'extérieur une infanterie et une cavalerie aussi importante. Et pourtant, la cavalerie romaine met en pièces la cavalerie gauloise qui s'enfuit. Vaincu, Vercingétorix se retire sur le plateau. Le lendemain, il se rend à César. Des écrivains de l'Antiquité racontent. Vercingétorix se revêtit ses plus belles armes et para son cheval sur lequel il monta pour sortir de la ville d'Alésia. Il caracola autour de César qui était assis, puis bondissant à terre, il jeta ses armes et ses insignes. Vercingétorix ajouta « Ils sont à toi, je suis brave mais tu l'es davantage et tu m'as vaincu ». Les tableaux du XIXe siècle insistent sur le martyre de Vercingétorix. Amené à Rome, il est exécuté après 6 ans de captivité au moment du triomphe de César. Désormais, toute la Gaule fait partie de l'Empire romain. Elle va connaître plusieurs siècles de paix. Sur le plateau d'Alésia, une nouvelle ville est bâtie selon le goût romain. Aujourd'hui, à Alésia, on retrouve des vestiges des civilisations gauloises et romaines. Ces traces nous aident à comprendre comment, après la défaite d'Alésia, ces civilisations s'influencent l'une et l'autre. Ainsi, la Gaule devient gallo-romaine.